Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Qu'est-ce que c'est que cette version? C'est magnifique. Elle est pas mal. Ah oui. David Filippo, Ouest France. Tu voulais plus de la guitare? Là on plane. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon. Bien le classico hier soir? Super, franchement. Il est euphorique. Jamais les premiers à lundi. Je sais pas ce qu'il a fait la nuit pour fêter ça. Ah non, mais C'était franchement magnifique. Il est un peu bloqué du dos du coup aujourd'hui. T'es pour aller du côté de Tours quand même. Je pense qu'il a été fêté la victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain. Salut David Filippo. Et quel match, quelle première mi-temps. Merci Jean-Marcel. Mais on va quand même parler du FC Nantes. On s'en fout de Marseille. Vous n'êtes pas à Garde et tout ça, mais c'était Non, très magnifique. 2 buts en 2 matchs au Vélodrome. David Quel joueur. Filippo, l'homme qui m'a dit à la mi-temps du derby 2-0, le match est plié. Je peux déjà écrire mon article, les gars. Quel connaisseur. Quel connaisseur. Il y en a peut-être d'autres qui étaient. Non, mais j'étais d'accord avec toi. Oui, Je quand pensais même, que ouais. c'était plié. Évidemment, c'était pas tant. Cette deuxième période. Salut Jérôme Jolivet. Salut Simon, salut à tous. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Et des Rennais qui pavoisent sur les réseaux sociaux. Ah, il est formé à Rennes et tout. Savez-vous, messieurs, et tu vas commencer Jérôme, quel joueur du FC Nantes, sous le maillot nantais, a été le mieux classé au Ballon d'Or dans l'histoire? Il avait le maillot du FC Nantes. Sous le maillot nantais. Ah, sous le maillot nantais. Exactement. Landreau. Non. Dans un classement. Non, mais je sais pas, il a peut-être été dans le classement à un moment quand il était en équipe. On est au début des années 80, c'est un joueur Henri qui est en Michel. équipe Maxime de France. Bossis. Maxime Bossis, Allez, exactement. 11e en 81 et 12e en 84. Et il est à Nantes au moment de ces classements-là. Et le mieux classé, une fois qu'il a quitté Nantes, Marcel Desailly. Marcel Desailly ou ouais. Deschamps. 8e en 96 au Ballon d'Or. Voilà pour les Nantais les mieux classés. Alors, il y a Fabien Barthez qui a été 12e aussi en 2000. Ah oui, il mais était est-ce Nantais, qu'il- lui, quand il même, est faut nul à oublier. Nantes après. Ouais, Mais je pense qu'il n'est pas vraiment nantais, notre ami Fabien Barthez. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Courage. Ah ouais, c'est Sophie, la grande Sophie. La grande La Sophie. grande Courage. Sophie. Bien joué. Au courage, les Nantais ont fait une petite remontada dans ce derby breton. C'est au menu de ce 4e épisode, saison 7 de Sans contrôle. Le FC Nantes a-t-il enfin lancé sa saison en remontant 2 buts dans le derby? Est-ce un moment fondateur ou pas? On essaiera d'expliquer ces deux visages des Canaries, également surclassés en première puis renversant en seconde période. Zoom sur les héros du match, Mwanga, Benatab et puis surtout El Arabi. Mérite-t-il mieux qu'une place de super sub, Youssef El Arabi? Il y a des joueurs aussi qui inquiètent un peu. Tati sur ce match, Lado, Mohamed ou Koza notamment. Quant à Coquelin, sa nouvelle blessure suscite des questions. Samedi, direction Toulouse pour le FC Nantes, un adversaire à prendre très au sérieux, d'autant qu'en bas de tableau, les Nantais ont vu la concurrence se réveiller avec les points pris par Brest, Lorient et Le Havre. Allez messieurs, savez-vous comment on rebouche une bouteille de cidre? Qu'est-ce que c'est que cette question? Bah demandez aux Rennais. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et si on avait assisté face à Rennes à la naissance d'une équipe? Étienne Dao. Un autre monde. Non. La première fois, c'est le premier jour de ma nouvelle. Premier jour de. Confidentiel. C'est pas ça? Le premier Bah, jour du si, reste mais- de ta vie. Voilà, le premier Oui, bah jour bon, du Étienne reste de Dao, ta c'est vie. pour moi. C'est une question. C'est Ah, partout. C'est ce côté rennais en fait. Ah, partout. Évidemment, Ça, c'est un c'est- clin oui. d'œil à ce match parce qu'il est rennais, Étienne Dao, et c'est peut-être le premier jour du reste de la vie de Luis Castro sur le banc du FC Nantes. C'est peut-être la naissance d'une équipe. L'histoire nous dira si ce renversement face à Rennes, en tout cas, aura cet office-là. Avant cela, on rembobine le scénario du derby. Il y a d'abord une bonne entame. Puis, au quart d'heure de jeu, un FC Nantes qui se fait marcher dessus par le Stade Rennais jusqu'à la mi-temps, David. On l'a vécu comme ça. Oui, bah t'as tout dit. Franchement, ça démarre très bien. On s'est même dit, un peu comme contre Auxerre d'ailleurs. Je me souviens que le début de match contre la Auxerre était plutôt pas mal. Et puis ça s'est totalement délité et on a retrouvé
un peu l'équipe qu'on avait pu voir du côté de la Côte d'Azur, du match contre Nice, perdu Complètement, 1-0. Et c'était une catastrophe. Franchement, c'est aussi pour ça, tu me chambrais tout à l'heure, tu te moquais de moi, mais effectivement, à la mi-temps, on a du mal à imaginer comment cette équipe peut renverser le Stade Rennais, sachant qu'il y a 2-0. Jean-Marcel. Ouais, c'était vraiment les fantômes niçois qui étaient présents à la Beaujoire entre la 15e et la 45e, à savoir une mainmise du Stade Rennais sur le match, sur la rencontre, une incapacité des Nantais à récupérer les ballons et à sortir avec un bloc bas, et puis dans les attitudes, dans tout, vous voyez que cette équipe-là, elle était dépassée, ça flottait de partout, quoi. Et pourtant, Jérôme, l'entame est bonne. Il y a une énorme occasion de Mohamed à la 8e minute. Hein. Ouais, mais il la joue pas très bien. Et il la joue très mal. Franchement, il est pas gêné. Très loin du but sur son lob, alors qu'il y avait quand même il joue vraiment de la place pour le mettre. Donc ça, c'est le genre d'occasion qu'il faut pas louper. Et derrière, la dernière demi-heure de cette première mi-temps, franchement, je suis pas loin de penser qu'elle est catastrophique, parce qu'il y a du déchet technique, on trouve pas nos milieux de terrain, on se fait manger dans les duels. Et non seulement à la mi-temps, on peut ne pas penser qu'on reviendra, mais on peut surtout penser qu'on va repartir avec une vraie valise, quoi. Ce qui est paradoxal après sur cette première mi-temps, c'est que contrairement aux autres matchs, c'est que le FC Nantes se crée les deux meilleures occasions, les occasions les plus franches en tous les cas, elles sont nantaises, à la fois le lob raté de Mostafa Mohamed, mais aussi la frappe de Mathis Sabline, qui est légèrement excentrée. À la 45e plus 1, donc c'est vraiment en toute fin de oui, mais les deux occasions, elles sont nantaises. Ce qu'on avait il y a 2 buts côté Rennais. Ce qu'on n'avait pas vu. Il y en a 0 quand Mostafa il manque le premier. Donc, non, je dis les deux premiers. Non, je dis qu'on avait reproché à cette équipe-là de ne pas savoir aussi se créer des occasions. Sur le match d'Auxerre, je ne suis pas sûr qu'il y ait des occasions aussi franches que les deux que tu t'es trouvées. À Nice, tu ne les as pas non plus. C'est le paradoxe de cette première période. À Strasbourg, tu dois en avoir peut-être une. La tête d'Abeline, mais voilà, tu n'avais pas eu l'occasion aussi franche, donc c'est pour ça que je dis le paradoxe, c'est que tu as les occasions les plus franches et en même temps, dans le jeu, pendant une demi-heure, tu n'existes pas. On a loupé la première période, dit Johan Le Penant, après le match. On loupe notre première, ça nous met dedans dès le début. À la mi-temps, on s'est tous rendu compte, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit c'est pas possible, c'est un derby, on peut pas jouer comme ça en première. On ne peut pas jouer comme ça en première. Est-ce que c'est simplement une question de volonté ou est-ce qu'il y a un problème tactique ? Moi, je pense qu'on doit parler d'un aspect, notamment au milieu de terrain, cette volonté des Canaries de se positionner à 5 derrière en phase défensive avec la sentinelle, le 6, Junior Mwanga, qui vient s'insérer entre les deux centraux. Il déserte ainsi le milieu de terrain quand Nantes est dominé. Leroux Le Penant se retrouve esselé. C'est aussi le constat de Le Penant. Écoutez. En première, on l'a senti. On l'a senti parce qu'on l'a rectifié sur la fin de première et je pense que ça s'est un peu plus vu sur les 5 dernières minutes où quand notre pressing était facilité parce que en fait quand Junior recule, c'est vrai qu'avec Louis des fois c'est un peu dur parce que surtout qu'ils mettent beaucoup de densité dans l'axe et il y a souvent des joueurs dans notre dos où ils sont tout seuls et des fois c'est un peu compliqué, mais quand Junior il est derrière nous et que voilà qu'on presse vraiment tous ensemble, c'est un peu plus simple. Sur la deuxième, c'est ce qu'on a fait quasiment tout le temps, ils n'ont pas ressorti comme en première. Donc, on se réajuste, on l'a fait aussi contre Auxerre, je crois, c'était rajusté et c'était beaucoup mieux. Contre Nice aussi. En Nice, il s'en était plein en zone mixte, Johan Le Penant, en disant que avec son collègue du milieu à l'époque, c'était Hong, ils avaient pris le bouillon sur la première pour ces mêmes raisons. C'était aussi Mwanga qui était... et on l'avait déjà dit après le match. Voilà. Alors est-ce que c'est une mauvaise idée de faire reculer Junior Mwanga ? En fait, moi j'ai demandé à Castro une explication, j'avoue que j'ai pas compris ce qu'il m'a raconté jeudi. Si, il a dit en phase défensive, Junior vient intégrer ce que je viens de décrire tactiquement, et en phase offensive, on voit bien que ça marche pas. En fait, je pense que c'est appliqué de manière trop scolaire, ça empêche un peu toute spontanéité dans le jeu, toute prise d'initiative, et ça force aussi le bloc à reculer, quoi. Donc oui, parce que tu recules parce que tu n'es que 2 au pressing ou à la récupération, au milieu de terrain. Oui, donc il va falloir... Enfin, je sais pas, ça fait plusieurs matchs que les joueurs... Enfin, Le Penant, il a l'air de s'en plaindre. Il y a plusieurs matchs qu'on le signale. C'est nous qui lui avons posé la question. Ouais, je sais. À chaque fois, il fait la même analyse pour expliquer qu'ils sont débordés au milieu de terrain ou dépassés, qu'ils se retrouvent en infériorité au milieu. Et donc, forcément, ça explique aussi le retard qu'ils ont sur le porteur. Jérôme. C'est clairement le problème, il est dans l'infériorité. On voit bien d'ailleurs qu'après, les défenseurs, ils n'ont pas de solution non plus pour toucher leur milieu de terrain. Et ça se répète. Donc il y a un moment où il va falloir se poser la question de savoir effectivement si le problème, il n'est pas lors de la mise en place tactique. Alors, je pense qu'il est accentué aussi par le fait que les lignes ont tendance à s'espacer. Et forcément, si ton bloc il est un peu plus compact, notamment entre tes excentrés et Junior Mwanga qui redescend derrière,
t'as sans doute moins cette sensation-là d'être prise au milieu de terrain. Mais pour ça, il faut jouer un peu plus haut. Et le peu de fois où Coquelin a joué au poste de Mwanga, il me semble l'impression n'était pas la même. Oui, mais je trouvais qu'il jouait moins bas que Mwanga a pu le faire, ou que Kohn, là, le Coréen, a pu il est aussi. moins tiré, ouais. Oui, j'ai l'impression. Ça fait descendre ton bloc. Ça empêche un travail de pressing, de récupération plus rapide. Et il y a aussi un souci à la relance. C'est-à-dire que Mwanga étant dans la ligne arrière, quand Koza, Amiens ou les défenseurs ont la balle, ils ont une solution de moins. Ouais, mais je pense que c'est ça le souci. C'est ça les c'est pas l'idée qui doit forcément être mise en cause. C'est comme l'a dit David, c'est la prise d'initiative du joueur en fait, parce qu'il y a une différence entre Francis Coquelin et Junior Mwanga. Voilà, à quel moment il doit redescendre et à quel moment il doit rester lui dans la ligne de 3. On va refermer cette petite parenthèse tactique. Vous ne voulez pas me casser les bonbons avec la tactique, les schémas, et tout. Non. On arrête là, Antoine, c'est promis. On en reparlera peut-être. On allait le perdre là. C'est un dossier. Il doit nous écouter, j'imagine. Il nous écoute, Antoine. Il est à Saint-Brévin, tranquille, entre deux greens. Exactement. Il nous écoute, évidemment. Il y a cette deuxième période, les amis. Aucun changement côté nantais. Rongier sort côté rennais et le FC Nantes se met à dominer, va faire reculer puis fissurer le stade rennais. Est-ce que vous sentiez que c'était possible cette remontada ? David, je te demande pas parce que je sais que non. Jérôme ? Moi, j'y croyais absolument pas. Moi, vu la physionomie de la première période, ma crainte, c'était vraiment qu'ils repartent avec 4 ou 5 buts. Mais tu dis qu'il y a Rongier qui est sorti, mais il y a un deuxième joueur qui est sorti, Seydou aussi. Seydou qui était très bon dans la ligne défensive aussi. Et je sais pas moi ce qui s'est passé à la mi-temps à Rennes, mais les Rennais on les a pas reconnus du tout en deuxième période. C'est assez impressionnant. On s'est se demander si on est à la limite de la faute professionnelle en termes d'investissement, d'engagement, c'était plus la même équipe. Ils ont pensé peut-être comme nous que c'était plié à 2-0 face à la faiblesse de cette équipe nantaise. Si vous ne l'avez pas vu venir, en tous les cas, il y a Habib Bey qui l'a pressenti, puisqu'à la mi-temps, il alerte ses joueurs et il dit clairement au micro de nos confrères de BeIN que les 5 dernières minutes nantaises l'ont inquiété, et que notamment si Mathis Sabline met son ballon à la 45e, tu rentres à 2-1 et que tout reste possible. Donc il redoutait en tous les cas un but nantais qui rapproche le FC Nantes et qui emballe aussi la rencontre, le public et tout ça, et ce qu'on a vu finit par voir. C'est ce qui se passe dans un derby, effectivement, et l'histoire du derby change. Petit mot sur Rongier. Alors, je veux pas faire du chamanisme, mais la petite blessure musculaire, après la semaine qu'il a vécue, les pressions, etc., la fatigue, il a peut-être les traits tirés. Puis, trop de jus, trop d'énergie. En tout cas, il se blesse au mollet à la pause. Et puis, c'était vraiment le métronome de cette équipe. Donc, ça change tout. Ça a été très, très, ça très change préjudiciable. Pas tout, ça change. Quand même. Pour le Stade Rennais, si, ça change beaucoup. Ça change. Ça change. C'est ton ça change finalement. Pas tout. Mais ça change. Il faut une nuance. Mais vous n'êtes jamais dans la nuance. C'est ça votre problème. Votre décision est prise, pas tout à fait. D'accord. Oui, ça change, mais ça explique pas. C'est pas la seule explication. Du rebond et du retour nantais. C'est une attitude collective à Nantes et à Rennes. Et l'entrée d'Atebor, ça change quoi ? Ça change tout ou pas ? Non, ça change pas tout. Ouais. Mais non, puisque déjà, le FC Nantes est plus tout à fait le même en deuxième mi-temps, comme il est plus tout à fait le même. Vous avez parlé de réajustement tactique, mais on peut parler aussi de mental. Cette équipe-là, en tous les cas, pour qu'elle applique, et on reviendra sur la question, est-ce que c'est un acte fondateur ou pas, pour qu'elle applique les principes de Luis Castro, il faut qu'elle soit en confiance, il faut qu'elle soit proactive et qu'elle arrête de subir. Oui. Et là, il y a un moment, elle est au pied du mur, soit elle coule et elle s'en prend et elle sort sous les colibets de la Beaujoire et c'est terminé, soit elle décide enfin de jouer et de prendre des risques. Et forcément, là, elle a pris des risques. Ce qu'on n'avait pas vu depuis le début, depuis un petit moment. Il y a des entrées qui ont aussi aidé à changer le visage de Nantes en deuxième période. Benatta, Belarabi, ça fait quand même une différence quand ils sont entrés. Ça a électrisé un petit peu la fin de match et le côté droit notamment. On va parler de la prestation de Benatab en sortie de banc tout à l'heure. Le FC Nantes a-t-il enfin lancé sa saison en remontant 2 buts dans le derby ? Est-ce que c'est un moment fondateur pour cette équipe ? On va écouter Junior Mwanga évoquer cet aspect-là et on a posé la question ensuite en sondage, David, à nos auditeurs. Il faut que ce soit un moment fondateur parce que je pense qu'on a montré quelque chose de beau. Je pense que tout le stade l'a ressenti. Comme une famille, on s'est dit les choses. Du visage qu'on a montré en première mi-temps, on n'était pas fiers devant nos supporters et on avait à cœur de montrer autre chose en deuxième mi-temps. C'était tout dans la mentalité, l'agressivité qu'on allait mettre. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait basculer le match. Et on doit s'appuyer là-dessus vraiment pour continuer à progresser et à monter en puissance en tant qu'équipe. C'est une bonne base pour la suite et je suis très content.
Ça peut être fondateur, David. Que disent Et nos puis, auditeurs? pour l'anecdote, il y a eu un gros coup de gueule à la mi-temps, on vient de me le raconter d'ailleurs, de Kelvin Amian, capitaine, on ne croirait pas comme ça, hein, quelqu'un de très discret, introverti. Oui. Et il a poussé un gros coup de gueule. Il a dit c'est victoire ou nul, maintenant on va se bouger. Et visiblement appuyé par Franck Kita, m'a-t-on dit. Donc il y a eu une vraie remise en cause quand ils disent, on aime bien cette expression, on s'est dit les choses. Oui, il y a eu des coups de gueule à la mi-temps. 0-2 à la pause chez toi dans un derby, j'espère que ça bouge dans le vestiaire. Forcément. Le sondage, oui, c'est un déclic. Donc cette victoire, cette remontada, 63,3%. Non, c'est un feu de paille. 36,7%, il y a eu 1300 votes. Avec une grande majorité qui espère ou qui envisage ce déclic. Hello Moira nous dit on espère que ce soit un déclic, mais le match est si difficile à lire. Clairement, les demi-temps sont singulières. J'attends des ajustements sur le 11 type pour mettre plus d'agressivité dès le départ et tenir le ballon. Antoine nous dit réaction en deuxième mi-temps qui peut forger un groupe. La joie sur le deuxième but en est la preuve, surtout contre le rival rennais. Est-ce que ça peut être un déclic similaire à celui face à Lens en décembre 2021, remonter 2 buts, leur marcher dessus, c'est une base de travail intéressante. Oui, alors Lens, c'était 3-2. 3-2, ils avaient gagné, but de Simon à la fin. 0-2, 3-2. Jack nous dit à chaque fois qu'on pense avoir un déclic, c'est un pétard mouillé. La régularité légendaire de cette équipe sous l'Erquita n'invite malheureusement pas à la confiance. Et puis JBH nous dit le mot déclic est un peu fort, mais la seconde mi-temps est l'une des seules où le milieu ne s'est pas fait manger. De l'impact et surtout une vraie volonté d'aller de l'avant et de faire mal. J'espère que les joueurs ont retenu les ingrédients de la recette pour marquer des buts. Déclic ou pas? On va se positionner. Jérôme? Des clics, c'est un peu fort, mais en tout cas, clairement, c'est pas anodin de remonter 2 buts dans un derby et de terminer comme ça par un but à la dernière minute, une fin de match enlevée un peu folle. Donc pour le groupe, je pense que c'est super important pour la suite. Il peut se passer quelque chose. J'avais oublié Olivier qui nous dit arrêtez avec votre déclic, la pauvreté du jeu est très inquiétante. La sortie de Rongier a fait beaucoup de mal à Rennes. Sans son meneur, c'était plus la même chose. Déclic ou pas, Oui, moi je vois toujours le verre à moitié plein. Oui. Voilà, c'est ce que David me... Ce qui permet de le vider. Exactement, voilà. Donc, oui, tu veux que je t'explique pourquoi? Tu dis déclic, en quelques mots? Oui, moins sur le résultat final que sur le contenu de la deuxième période où, encore une fois, je trouvais que Nantes a joué en étant en phase avec les principes de Luis Castro. Contrairement à Antoine Camboiré, où on a eu des matchs parfois, on a pu croire que c'était lancé, sauf que là, il y a une vraie cohérence dans le jeu, et donc il y a plus de certitudes sur lesquelles les Canaries vont pouvoir s'appuyer, sur l'organisation, sur la proximité des lignes. Et en tous les cas, s'ils mettent les ingrédients, notamment mental, à savoir s'ils prennent des risques et s'ils mettent l'agressivité nécessaire, on voit ce qu'ils peuvent faire en deuxième mi-temps, et je trouve ça qu'ils ont enfin réussi, en tout cas, à traduire ce qu'ils cherchaient depuis le début. Alors c'est sur une mi-temps, dans des circonstances particulières, il faudra les renouveler face à un adversaire, à d'autres adversaires et dans d'autres circonstances, et ça demande évidemment confirmation, mais en tous les cas, ils savent que c'est possible. Tu as vu tout ça, toi, dans la deuxième période? Oui. Arrêtez, racontez des polémiques. Ça, c'est par rapport à Comboiré. C'était pas nécessaire de le tacler au passage. Vous travaillez au stade, moi j'étais tranquille devant mon canapé. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai le temps de profiter. Moi, j'ai vu plus d'intensité, j'ai vu plus d'envie, un positionnement plus haut, mais j'ai pas encore vu les circuits de passe de Castro, etc. Moi, je les ai vus sur des phases, sur des attaques placées. En tous les cas, je trouvais que cette équipe-là, elle a su, en tous les cas, contourner le bloc rennais. Elle a pas fait n'importe quoi avec le ballon. Elle a su piquer, parce qu'elle a joué quasiment toute la deuxième mi-temps dans le camp rennais. Oui. Et elle s'est procuré des occasions. Et lorsqu'elle s'en procurait pas, elle a notamment poussé les Rennais à la faute pour récupérer des deuxièmes ballons, pour un penalty, il y aurait pu en avoir penalty, deux. c'est même des relances poussées du Stade Rennais en touche, dans l'entrejeu, enfin sur plein de choses, elle a été très efficace. David, s'ils perdent 2-0 samedi à Toulouse. Non, je parle sur la deuxième mi-temps. Non, mais là, vous êtes en train de dire un déclic. Vous êtes en train de dire un déclic. Moi, je pense que c'est très sincèrement. Comment ils perdent à Toulouse. S'ils perdent la façon dont ils ont joué la deuxième mi-temps contre Rennes, je serais. Oui, bien sûr. Le contenu d'abord. Non, pour moi, c'est un feu de paille. Voilà, je suis plutôt d'accord avec 40% des gens. Non, moi je trouve que Nantes a joué au courage, on l'a dit. Voilà, un peu. Et puis surtout a profité d'une équipe de Rennes qui s'est totalement endormie, qui a perdu Rongier, on l'a dit, qui a fait rentrer Attebor, c'était un sketch. Attebor, il rentre il y a 2-1. Oui, il provoque un penalty. Il provoque un penalty. D'accord, mais il n'y a pas catastrophique. Avant l'entrée d'Attebor, t'as quand même quelque chose qui se passe. Et regarde le but de Mwanga. Regarde l'attentisme de la défense rennaise. Mais c'est hallucinant. Ça fait partie du jeu. Après, t'as de la présence, t'as 5 ou 6 joueurs nantais dans la surface, donc tu vas la chercher. Il n'y a pas des. David, tout n'arrive pas comme ça, sans rien. J'attends que cette équipe. Ils ont été la chercher. J'attends que cette équipe fasse un match entier de référence. C'est trop en demander, peut-être, non? Tu regarderas si t'as regardé
regarder le Classico hier soir, tu verras qu'il y a eu aussi deux visages dans ce match, entre Paris qui a été dominé en première et Marseille qui a été très en difficulté Pourquoi en deuxième. Ça à l'OM, mais non, mais je veux dire, quelle équipe a une emprise de 90 minutes sur un match? Tu vois ça où? Le Paris Saint-Germain. Peut-être pas une emprise. Peut-être pas une emprise. Une maîtrise un peu dans le jeu. Je dis pas une emprise totale. Et surtout ne pas être dominé comme ils ont pu être de la 15e à la 45e. Là, ça a été quand même une catastrophe. Tu peux pas refaire ça. Tu vas prendre des buts à chaque fois si tu fais une demi-heure comme ça catastrophique. Mais David, le principe du déclic, c'est qu'il y a un avant, un après. S'ils avaient fait une très bonne première et s'ils étaient écroulés en deuxième, on pourrait pas dire déclic. Restez sur votre déclic. On en reparlera mardi prochain. Et puis c'est tout. Non, je serai pas là d'ailleurs. Non, mais on va voir parce que Toulouse, c'est costaud. On en parlera tout à l'heure. Simplement, est-ce que sur la mentalité, alors peut-être un petit peu moins les circuits de passe. Moi, je suis pas tout à fait de l'avis de Jean-Marcel. J'ai pas vu des trucs fantastiques, mais j'ai vu des choses fantastiques. J'avais vu déjà des choses cohérentes et des choses qu'il n'était pas capable de faire, notamment pour contourner un bloc adverse quand tu joues dans son camp, parce que le Stade Rennais était quasiment replié sur sa moitié de terrain. Ils savaient quoi faire avec le ballon. Les Rennais avaient tout pour être en confiance et franchement mettre la tête sous l'eau des Canaries, et c'est pas ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est aussi dû à la réaction d'orgueil des Nantais. Un mot avant d'évoquer les cas individuels sur l'accueil du stade à Merlin et Rongier, la bronca à chaque fois qu'ils ont touché la balle dans la première partie du match. La banderole, chambreuse. Bon, voilà. Non, mais bon, ça m'a fait rire. C'est bon enfant, c'est de la chambre, comme dirait Valentin Ça fait Rongier. partie du jeu, ça fait partie d'un derby. Et puis, finalement, ce sont des acteurs, puisque Merlin prend un petit prompt sur le but de Manga. Ouais, et puis que Rongier se blesse. Voilà. Le scénario du match a éteint les sifflets quand même. C'est-à-dire que ça n'a pas duré 90 minutes. À 0-2... à un moment, tu te concentres sur autre chose, non? Tu es porté par autre chose. Toi, tu peux être porté comme David par le négatif. Ouais. Et puis, à un moment, tu te concentres sur l'emballement. Oui, c'est ça, c'est ce que ça, c'est ce que je dis. Ouais. Ils ont arrêté de faire une fixette. Oui, parce que tu as autre chose. Non, mais je pensais que ça allait durer et que c'était... Non, franchement, ça a bougé. Les excuses de Blas après son péno, anecdotique ou pas? Vous trouvez ça? Alors, mon confrère René, qui était à côté et qui était de notre invité... Moi, je le crois sincère. Il sort du stade, il applaudit. Enfin, il a passé 4 ans ici, il a été décisif en Coupe de France, c'était des belles années pour lui. S'il est là, c'est aussi grâce à son parcours à Nantes. Je pense pas que ça soit fin. Ça a du sens pour toi. Oui. D'ailleurs, on le dit pas, mais il y a une balle de 3-0 pour Rongier. Oui. Sur un centre entré, on serait peut-être pas en train de parler de déclic à 0-3. Ça aurait été peut-être plus compliqué. On n'a pas parlé, pas tout à fait le même discours. L'ouverture du score à Rennes sur le penalty. Si. Elle est aussi. Alors je voulais en parler au moment de Tati, mais on peut ouvrir le dos maintenant parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question sur ce bras qui reste en arrière, qui traîne parce que tu tacles pas comme une sardine avec les bras le long du corps, donc tu es obligé de faire ça. Et bien la règle désormais nous a dit Le Penant en zone mixte, et les arbitres sont venus voir les joueurs en début de saison. C'est que si ça touche le bras, dans cette position-là, il y a un agrandissement de la surface corporelle et c'est penalty. Franchement, dans l'esprit du jeu, c'est débile. C'est débile. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais de toute façon, toutes les semaines, il y a des polémiques sur ce genre de penalty sifflé. Donc, il y a le même au Real Madrid la semaine dernière. Ouais, sur Machado. Est-ce que c'était C'est Machado, non? Oui. Ouais, je crois. Le plus important après, c'est la cohérence. C'est que s'ils sont sifflés, qu'ils soient tous sifflés pareil, quoi. Parce que d'une semaine sur l'autre, on voit des situations assez proches et c'est pas toujours là. Voilà, si on nous dit OK, quand on tacle comme ça, le ballon il touche, c'est penalty. Bon voilà. Non, puis en plus ça reste pas, ça glisse. On le voit sur cette action. Allez, tiens, je le mets, c'est parti. J'adore. C'est haut, mais après ça reste pas, ça glisse. Voilà. Et là, c'est le bras qui glisse. Et le penalty est un petit peu dur. Tu n'as pas fini ta petite anecdote sur le confrère rennais, sur les excuses de Blas. Je sais pas, je voulais. Non, mais tu voulais raconter un truc. Je pense que c'est drôle. Il disait pas du tout. Il disait en substance que ça avait pas de sens, que Blas avait été guingampais puis nantais, et que les joueurs qui vont avoir 10 clubs dans leur carrière, à chaque fois qu'ils vont marquer, ils vont s'excuser, alors qu'il est passé à autre chose depuis longtemps, Ludovic Blas. Ça fait un an en plus, il le fait 18 mois après, donc non, je pense qu'il sait qu'il a vécu des beaux moments ici. Ça me choque pas, je trouve ça plutôt bien. Très bien. Mais si on va en rester là sur cette première partie, on retiendra que Jean-Marcel est séduit par la deuxième. Bien, d'ailleurs, tiens, c'est ce que dit Christophe Pénognon. On a fait venir Luis Castro pour faire jouir... Pour Jean-Marcel, peut-être. En tout cas, ça plaît à Jean-Marcel. Allez, blague à part, on attaque les acteurs de ce match-là. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France.
contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et notamment l'un d'entre eux qui a permis de gratter ce petit point dans les dernières secondes. Queen. Ah oui, Queen. Oh là 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 là. Ah les gars, c'est votre génération tous les deux, hein, je suis désolé. Non, c'est beaucoup plus tôt, arrête. Ah, le titre, moi c'est de l'anglais. Je viens de le Don't dire. Stop Pin Up. Don't Stop, pardon. Don't Stop Pin Up. Pin Up. Qu'est-ce que Don't c'est que Stop ça? Pin Up. Ça c'est autre chose ça. Don't Stop. Don't Stop Me Now, exactement Jean-Marcel. De Queen, Don't Stop Him, ne l'arrêtez pas Youssef El Arabi, le héros d'une soirée de derby avec cette demi-volée dans la Lulu qui permet d'arracher ce nul. Faut-il voir davantage l'ancien Canet, voire même réclamer sa titularisation après ce but décisif? Écoutons d'abord sa joie et on en parle ensemble ensuite. Oh, magnifique, très content pour moi, pour l'équipe. C'est vrai que c'est un derby, comme on dit, un derby, ça se gagne. On sort d'une défaite un peu délicate à Nice. On voulait montrer un autre visage devant nos supporters et surtout pour ce derby parce que voilà, on connaît la valeur des derbys ici, surtout avec le 12e homme, comme je disais, nos supporters. Et voilà, aujourd'hui, je suis récompensé, je suis content, mais voilà, je pense qu'il y a de la qualité sur le banc et chacun rentre et donne le meilleur de soi-même. Le point est mérité parce que je pense que chaque équipe a eu sa mi-temps. Eux, ils ont eu la première et nous la deuxième. Alors c'est du sérieux El Arabi, Jérôme, ou en super sub c'est déjà bien et il dépannera de temps en temps? Je crois qu'on en parlait ici même il y a 15 jours et moi j'étais de ceux qui disaient qu'il serait sans doute très bien en super sub et c'est ce que je continue à penser parce que El Arabi, on revient forcément à son âge. Et il a plus de 38 ans. Alors, ok, il y a Olivier Giroud qui est souvent titulaire à plus de 39 ans, d'accord. Mais moi, je pense que le rôle dans lequel il peut s'exprimer le mieux, c'est ce rôle-là. C'est 15, 20, 25 minutes, peut-être une demi-heure. Après, une titularisation de temps en temps, pourquoi pas. Mais faut pas. Je pense pas qu'il faille attendre de lui qu'il soit titulaire toute la saison. Physiquement, à mon avis, ce sera compliqué, même si pour l'instant, il a montré qu'il était bien. Mais et puis pour prendre la place de qui, c'est aussi la question. Est-ce qu'en pointe on enlève Ablin, Mohamed ou Mohamed en laissant Ablin à gauche? Est-ce que tu changes de système ou est-ce que tu laisses Ablin à gauche? Donc moi je le vois très bien dans un rôle de super sub en tout cas. David. Alors tu regardes Jean-Marcel et tu dis David? Ouais, c'était bien, grosse feinte. Ouais, c'était une espèce de feinte. Alors je ouais. regarde Jean-Marcel parce que Jean-Marcel me fait un regard insistant quand il Non, veut prendre non, la parole. d'accord. Et Mais là, vas-y, je te laisse la parole. Et là, ça n'était pas le cas. Ouais, Là, ça n'était pas le cas. J'ai vu qu'il préférait que tu parles d'abord. Ouais. J'ai pas. Moi aussi, je le vois plutôt en super. Il a pas d'avis. Super sub. Non, mais c'est difficile. Voilà, tu vois. C'est difficile. Mais en fait, il a à peu près. même Là, en match. Mais même quand il a pas d'avis, il est dans la nuance. Mais non, mais même en préparation, il n'a. À mon sens, je crois qu'il n'a pas débuté un il match. venait d'arriver. Mais non, je n'ai pas d'arriver tout le temps. Non, il y a des matchs de prépa qui étaient au mois d'août et il était arrivé depuis un petit moment. Donc on l'a vu que finalement en sortie de banc. Où il en est physiquement, est-ce qu'il est capable de démarrer? Oui, peut-être qu'il peut jouer 55 minutes. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que ça, on le sait, c'est un tueur, comme on dit, même si j'aime pas ce terme. Dans la surface. Et puis techniquement. Même quand parfois, pour orienter le jeu dos au but, il est vraiment très très à l'aise. Ce sont ses principales qualités. Et je le trouve beaucoup plus à l'aise que Mohamed. Mohamed a un déchet monstrueux. Et ça, c'est dans une équipe qui va plutôt dominer, dans une équipe qui joue haut. Le FC Nantes de la première période, où il est à 40 ou 50 mètres du but adverse, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra prendre la profondeur? C'est peut-être ça qui va le limiter. Mais il ne fera pas de pressing comme Mohamed. Ça ne sera pas la même chose. Tu sais pas déjà. Non, mais non, parce qu'il ne peut pas le faire. Il n'a pas répété les efforts. Pourquoi tu sais pas? Il a débuté des matchs à Chypre l'année dernière. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui sort de la cave. Il ne va pas courir comme Mohamed, c'est ce que je veux te dire. Il ne va pas faire des pressings. Non, il le fera pas. J'en suis sûr. Parce qu'il préférera se préserver. Il a 38 ans, il n'a pas les jambes d'il y a 15 ans. Cristiano Ronaldo, il a plus de 40, il peut jouer, non? Enfin, tu crois qu'il fait des pressings comme tout le temps, lui? Je suis pas sûr. Bref, toujours est-il que oui, moi je pense qu'il mérite sans doute un peu mieux. Pourquoi? Parce que la seule interrogation qu'on a, en fait, elle est sur sa capacité à résister au domaine athlétique en Ligue 1, qui est un peu plus fort, et à multiplier les efforts sur des équipes où tout le monde arrive, où tu es pleine balle, en fait, en début de rencontre, puisque forcément, il est rentré où ça commence à sentir la fatigue. Mais il avait déjà fait, c'est une bonne rentrée, j'avais trouvé à Nice, notamment où il était intéressant dans ses déplacements. Il a une capacité à ouvrir des brèches que les autres n'ont pas. Alors, est-ce que c'est lié aux circonstances de fin de match ou à... Ça peut aussi l'expliquer, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Moi, j'aimerais bien le voir en début de match. Ouais.
Après, la vraie question pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'on fait de Mostafa Mohamed aujourd'hui, parce que comme prévu, il plonge, Jean-Marcel. Je pense qu'Ablin est sur le côté gauche parce que Guirassy n'est pas là, et puis que Lado... Et que Mohamed a fait une bonne prépa et qu'il a marqué des buts. Et voilà, mais Ablin a été aussi très intéressant lorsqu'il a joué un petit peu dans l'axe. On sent qu'il est... Il est meilleur. Il est meilleur. D'ailleurs, l'occasion de la fin de première, c'est en profondeur, c'est ça. Ça avait déjà été un peu le cas à Nice. Donc la vraie interrogation, c'est plus Mostafa Mohamed à quoi il sert aujourd'hui. La vraie interrogation, c'est que tu as 3 avant-centres en fait. Et que sur le côté, c'est plus pauvre. Et surtout, et 2 qui se ressemblent quand même assez, à savoir Mostafa Mohamed et Youssef El Arabi. Très clairement, El Arabi il vient cet été parce qu'il y en a un des deux qui doit partir. Il doit être vendu. Et pour faire finalement, rentrer les sous dans la il y a Ablin, il n'y a pas d'offre à 40, donc il part pas. Et puis Mohamed, il n'y a pas eu d'offre. Il n'y a pas d'offre à 10, donc il part pas. Jérôme. Pour l'instant, le problème, il se situe plutôt à gauche. En fait, en l'absence de Guirassy, qui en plus avait pas non plus fait des débuts tonitruants, même si c'était un rôle particulier, notamment contre le Paris SG. Mais Ablin, moi, je le préfère dans l'axe que sur le côté. Et après, sur le côté, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le successeur de Moses. Ça, en fait, c'est parce que Lado, Luis Castro a préféré Lado à Nice. Il l'avait mis, je crois, je sais plus, à droite, je crois. Enfin, je sais plus sur quel côté il l'avait fait rentrer, mais il l'a fait rentrer sur un côté. Et en fait, il l'a reconduit à droite sur Benatab. Ouais, il l'a reconduit là, et il peut aussi jouer à gauche. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'il fait des changements, il bascule de l'autre côté. Quand Benatab est rentré, il a basculé. Il est capable de jouer des deux côtés. On va reprendre les cas individuels. Pour finir sur El Arabi, c'est quelqu'un qui, à travers ce but, a montré qu'il était encore un tueur. Et... c'est Castro qui disait, ça nous avait étonné, parce qu'il avait déclaré que c'était le meilleur joueur de surface qu'il ait entraîné. Il l'a dit après match. Il a eu quand même eu Gonzalo Ramos qui est au PSG aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement. Donc avec El Arabi à Marseille, Paris aurait peut-être égalisé, quoi. C'est même certain, bien sûr. Sur son rôle dans le groupe, pour finir, Johan Le Penant nous en parle d'El Arabi. Je suis content pour lui parce que Youss, il bosse, il est irréprochable au quotidien. Voilà, il nous accompagne, il a beaucoup d'expérience, on le sent, il parle beaucoup. Non, franchement, c'est un bon gars. Dès qu'il il est rentré, et il nous a apporté, il nous a gardé les ballons, il a obtenu des fautes, il s'est battu sur chaque ballon. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin quand les joueurs y rentrent. Voilà, c'est d'avoir du plus. Et ce soir, il va nous mettre ce but à la fin. Donc franchement, super content pour lui. Il mérite. 38 ans, c'est pas rien quand même. Non, il est ancien. Hein. Il est ancien. Mais non, c'est un bon gars. Il est gentil de ouf. Il nous conseille sur beaucoup de choses. Franchement, top mec. Et il a battu un record, Youssef El Arabi, sur ce match. Vous savez lequel ? Ah oui, son dernier but en Ligue 1, il y a 14 ans, non, c'est ça ? 17 ans. Gros écart entre 2 buts en Ligue 1. 17 ans. Le plus large écart, 14 ans et 142 jours entre 2 buts de Ligue 1. Depuis la saison 47-48, personne n'avait fait ça. 14 ans, c'est vrai que c'est pas mal. Mais il a été loin de la France. On connaît son parcours. L'autre buteur et homme décisif, c'est Junior Mwanga. Quand il joue au milieu, il se projette et il est capable de faire ça. Mwanga, ça peut être quand même bonne pioche. Hein. C'est déjà la bonne pioche, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais en l'absence de Francis Coquelin, qui est très fragile, c'est la bonne pioche, parce qu'il peut dépanner en défense centrale, mais surtout au milieu, il est en train de s'imposer en ce poste de point de basse, où il peut être à la fois très important à la récupération dans les duels, et comme tu l'as dit, il a une capacité à se projeter. En plus, il est plutôt juste dans les passes. Et sur son but, il témoigne d'un vrai sang-froid. Qualité de passe, c'est ce que tu as relevé aussi, Jérôme. Ouais, complètement. Je trouve qu'il trouve des angles de passe, il lance des attaquants dans la profondeur. Et ça, en fait, les autres milieux nantais, je trouve qu'en ce moment, ils ont plutôt du mal à le faire. Et donc, ça apporte une corde supplémentaire à l'arc du milieu de terrain. Et puis il met aussi quand même de l'impact physique, plus aussi que d'autres joueurs. Et du coup, franchement, c'est dur de le bouger quand il est pour moi, au duel. Il est en train de et ça fait que 2 matchs qu'il est là, mais il est déjà inamovible en fait. Ce qui est intéressant, c'est la puissance qu'il a, notamment il est capable de faire remonter le bloc, parce que en 15 mètres, il peut s'engouffrer dans le cœur du jeu, quoi. Mwanga nous a plu. Un autre joueur qui nous a plu, David, c'est Benatab. Sur la deuxième période, toi, tu n'avais Dieu que pour lui. Oui, non, mais j'aime bien ce joueur depuis le début. Je l'ai beaucoup suivi en national. Non, mais si. Je regardais tous les matchs le vendredi soir d'Aubagne. Quel mytho. Non, mais moquez-vous. C'est magnifique. Et donc, non, mais alors voilà, là, on va pouvoir se poser la même question. Est-ce qu'il faut le faire débuter ? Est-ce que c'est plutôt lui aussi il est meilleur en sortie de banc quand l'adversaire est un peu épuisé.
Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que en fait, il est un peu insaisissable, un peu imprévisible. Tu sais qu'il va et puis après, il joue juste. Moi, je trouve il trouve des passes. Tu parlais de mon gars qui pouvait trouver des angles de passe intéressants. À un moment, il met un ballon à El Arabi dans la profondeur. El Arabi est un peu court, mais je trouve. Et puis surtout, il fait des différences aussi. Il fait des différences. Ah oui. En quelques minutes, il a fait oublier la première mi-temps plutôt médiocre de Lado. Moi, j'ai trouvé Lado très moyen sur ce match. Je trouve qu'il est bien rentré dans le match. Un peu comme le FC Nantes, le premier quart d'heure, il fait une ou deux accélérations. On se dit c'est pas trop mal. C'est pas un non, c'est pas le même profil. Comparait pas. On a le droit d'en parler, il joue au même poste. L'un remplace l'autre. Il peut jouer à gauche, Lado. Moi, je suis pas aussi critique que vous l'avez été dans. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? T'as décidé de. Vas-y, Jean-Marcel. T'as eu des remarques de. Émerveillé par Lado. Non, j'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, moi, je trouve dans ses prises de balles, la façon d'orienter son corps, dont il s'en sert pour se déplacer, je trouve qu'il a quelque chose. Mais il fait pas de différence. Il fait pas autant de différence que Benatab. Non, mais par exemple, il y a un joueur qu'on a bien connu ici, c'est Quentin Merlin. C'était pas un dribbleur, mais il était capable de faire des différences par la passe ou par le jeu combiné. Il n'y a pas que ça non plus. Et donc, dans un bloc haut, dans une équipe qui joue, c'est un profil que t'as pas. Et moi, je le préfère à Mady Camara, par exemple. Merlin lancé était capable quand même par la course de déborder. Je l'ai pas vu de la part de Lado pour l'instant, ça. Parce que ça s'est peut-être pas forcément créé, notamment sur la première mi-temps, mais sur la première mi-temps, alors évidemment, il disparaît un peu à la 25e demi-heure de jeu quand le bloc nantais se lit complètement. Mais je trouve que balle au pied, il a quelque chose. J'ai trouvé, moi, qu'il avait souffert, Jérôme, de la comparaison avec Benatab quand même sur la deuxième mi-temps. Oui, alors c'est pas le même style, ça il l'a dit, c'est pas le même profil, ça je suis d'accord avec Jean-Marcel. Après, Lado, moi j'ai encore beaucoup de mal à me faire une idée sur ce joueur. J'ai l'impression que je l'ai pas encore assez vu avec le ballon. J'ai pas vu de différence créée, mais ni par la passe, ni individuellement. Pour l'instant, j'avoue que c'est moyen pour l'instant. J'attends de voir encore. Bon, on va lui laisser le bénéfice. Et c'est pas parce qu'ils n'ont hein. pas le même profil qu'on peut pas les comparer. Bah oui, c'est ça, c'est pas un argument. Il se trouve qu'ils jouaient sur le côté tous les deux, donc voilà, on a le droit de dire. Non, mais forcément, ils vont pas jouer de la même façon. Non, mais d'accord, on a compris qu'ils jouaient pas de la même façon. Tu peux faire des différences. Tu peux faire des différences de deux façons différentes. Complètement. Ça n'a pas été son cas. Tout à fait. Autre titulaire en difficulté. difficulté. C'est bien quand il s'énerve, David. Je le trouve nerveux en ce moment. Mais non, mais toi, je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais franchement, t'entends des conneries. Mostafa Mohamed, messieurs, en difficulté. La remontada se fait sans lui, même s'il est là, il n'est pas impliqué sur le 2-1. Il est assez inoffensif. C'était sa 100e sous le maillot nantais pour l'anecdote, ce match-là. Est-ce qu'il est en train de plonger comme on pouvait le craindre après sa bonne préparation, après avoir été le seul buteur? On pressentait que ça allait se jouer avec Ablin qui allait revenir dans l'axe parce que Mohamed s'est sorti de banc au FC Nantes. C'était ça la saison dernière. Mais surtout, il est très irrégulier. Enfin, je trouve qu'à la fois l'an passé, il a quand même des périodes où c'est des traversées du désert, quoi. Et là, on peut pas lui dire, en tous les cas, on peut pas. Il peut pas trouver ou dire lui seulement ou se réfugier seulement derrière les duels, le travail défensif, l'impact, parce que l'occasion il l'a eu. Il les a eu, et puis même en début de deuxième, il n'a pas pesé, quoi. C'est un joueur qui marche par cycle. On a vraiment l'impression que quand il est en confiance, sur 5-6 matchs, il va planter régulièrement, va être juste et tout, et puis il va redisparaître pendant un certain nombre de temps, sans qu'on sache trop mais il pourquoi, comment. Il a un côté David Filippo, c'est des coups d'éclat. Il l'était, mais il le reste pas. C'est le coup d'éclat permanent. Durée, en fait. Oui, mais tu vois, il a marqué un but, on en a assez parlé de son but contre Auxerre. Oui. Il avait une occasion, il l'a mise. Et puis ensuite à Nice, il a été nul. Samedi, il n'a pas été bon. On sent que la période est quand même plus complexe pour lui. On le sent. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, il y a des baisses de régime. Petite interview dans Ouest France, un peu de teasing de Mostafa Mohamed en fin de semaine. Et Très bien. Voilà, donc je préfère le dire avec Christophe Pénoignon. Interview à retrouver dans Ouest France. Et Nicolas Cozza, on parlera foot. Nicolas Cozza sera l'invité d'It West jeudi soir. Vous pouvez écouter le replay du podcast de Cop West. Derrière, il y a Tati qui a connu, les amis, son premier match cauchemardesque. Il prend un jaune dès la 6e. Il est malmené par le puissant Mbolo côté rennais. Il fait la main sur le penalty. Il a semblé dépassé sur ce match-là. Il est aussi, il a frôlé pour moi un deuxième jaune à 2 reprises. Et on s'est même demandé à la pause s'il allait le sortir. Bah oui, parce qu'à un moment, même, je crois que c'est en première période, il se prend les pieds dans le tapis, il perd un ballon. C'est l'occasion de Rongier, d'ailleurs. Il me semble. Donc c'est Oui, c'est ça, c'est en fin de première période. Après, en même temps, il n'y a pas de surprise. 17 ans.
très peu d'expérience en Ligue 1 forcément. Rien Il à y aura voir. des hauts et des bas. Non mais il y aura des hauts et des bas. Et certains m'ont dit parce que t'as pas le droit de mettre. 32 ans forcément, il connaît pas. Non, de on a haut, de moins. bas, Non, il est t'as moins de cyclique. hauts et de. Non, oui. t'en as moins, Jean-Marcel. Bah non. C'est surtout la façon dont il va digérer ce match-là. Voilà, et tu passes Mais pas il a quel autant à âge, travers. Mostafa Mohamed Bah, il a 28. Ah ok, il a pas de haut et de bas. C'est ce que t'as expliqué tout à l'heure. Passer à travers comme ça, Ah, il oui, est pas des jeunes, passé ça à peut leur arriver peut-être pas. plus facilement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut l'enlever de l'équipe, je dis pas J'ai ça. pas dit ça. Moi, je sais, je lui ai mis 3. Il y en a qui m'ont dit, ouais, t'es dur, c'est un jeune, il mérite pas 3, faut pas lui mettre 3 Oui, parce moi qu'il est jeune. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit, Ah il ouais, est en mais- apprentissage, donc on doit être un petit peu Parce moins qu'il est jeune, sévère. je lui mets 5 alors. C'est pas ça, mais on doit être un peu moins sévère dans le regard qu'on a. Il apprend le très haut niveau, il nous a surpris par sa capacité à s'adapter. Là, il a un premier bug. Comment il va réagir? C'est ça qui est intéressant dans son... Ça arrive. Pour moi, c'est anecdotique. Merci Jean-Marcel. Bonne soirée à tout le monde. Mais non, mais on n'a pas des carrières linéaires, donc oui, voilà, sur ce match-là, il est pas au fait. Voilà, enfin il est passé à travers. Bon. Non, mais ce qui est clairement intéressant maintenant, c'est sa capacité de rebond en fait. Qu'est-ce qui fait de ce match qu'il a plutôt raté? On est tous d'accord pour le dire. Après un bon début de saison, bah voilà, est-ce que effectivement, il a fait un mauvais match et il se remet dedans et tout va bien et il continue sa progression parce que bah voilà, il a que 17 ans et il a beaucoup de choses encore à apprendre, donc il continue à progresser, à évoluer. Au sein du même match, il n'a pas plongé puisqu'il aurait. Il pu a pas plonger. sombré. Il n'a pas vrai. sombré. Et d'ailleurs, il est dans l'action du premier but nantais. Oui, c'est vrai. Puisque c'est lui qui centre. Et puisque tu connais tous les jeunes, comment il est justement psychologiquement? Est-ce que c'est quelqu'un qui tout peut le se monde, poser des questions? non, mais c'est ça, c'est là, faut que quelqu'un t'apportes qui est des réponses, Jean-Marcel. C'est anecdotique. C'est Fito. T'étais un piètre imitateur, je trouve, David. T'as été un meilleur saltimbanque dans l'histoire vendéenne. Mais on voit tellement de haine dans cette imitation, c'est magnifique. Clair, hein, il y a un peu de suffisance, de médisance. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il est connu au centre de formation pour être bien câblé là-haut? C'est quelqu'un qui est imperméable à tout. En tous les cas, sinon, s'il avait été déjà perméable à la pression, on ne l'aurait pas vu débuter contre le PSG sans trembler. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose, ça va glisser sur lui, comme dirait David. Pour une on lui souhaite de rebondir. Il apprécie. Je ne vais pas vous remettre Moi, frappard. j'aime beaucoup. Non, ça va aller. Ça suffit. Enfin, Francis Coquelin, avant de parler de cette rencontre à Toulouse qui attend les Canaries, c'est à nouveau blessé, la cuisse droite, sur une frappe lointaine. On le voit tout de suite se toucher derrière la cuisse au moment de sa frappe. Énième tuile qui suscite des questions sur le fait de l'avoir fait jouer ce match, d'une part, et plus largement sur sa capacité à tenir son poste au plus haut niveau avec une telle fragilité chronique. Et sur le fait de l'avoir gardé, tu veux dire même. Oui, aussi. En fin de saison. Aussi. Oui. Ouais. Depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver, malheureusement, c'est une histoire qui a tendance à se répéter. C'est-à-dire que quasiment avant chaque match, on nous l'annonce comme incertain, petite alerte musculaire. Il s'est pas entraîné toute la semaine à 100%. Voilà, en fait, on voit bien que c'est compliqué physiquement sur la durée de tenir les charges d'entraînement et d'enchaîner les matchs. Donc c'est à peine une surprise et malheureusement y a de quoi effectivement être relativement inquiet sur le fait qu'il puisse tenir sa place sur la durée dans cette saison. On peut même douter qu'il soit à 100% quand il est sur le terrain parce qu'il doit s'économiser, faire attention à certains gestes, à pas tirer sur les muscles et bon, la frappe c'est le moment où tu te lâches complètement et là ça pète à ce moment-là. Le choix de faire jouer Coquelin alors que tu le sais sur une patte, c'est parce qu'il apporte tellement dans le vestiaire, dans sa qualité, sa lecture de jeu, que c'est un risque que prend le staff. C'est comme ça que tu le vois, Jean-Marcel? Non, il y a deux questions. Oui. Il peut apporter en restant sur le banc et en étant dans le groupe et en faisant grand passer frère. ses messages. Ouais. Oui, non, mais si, il a été essentiel en tous les cas dans la préparation. C'est un joueur qui est essentiel sur vis-à-vis des jeunes, en tous les cas, sur l'exemplarité à apporter. C'est un joueur qui a connu le très haut niveau, qui se connaît aussi très bien, qui connaît aussi très bien son corps. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans sa préparation et la préparation invisible, justement pour durer le plus longtemps possible et batailler contre les âges. Il est juste trop fragile alors? Là, ça peut être aussi un concours de circonstances, parce qu'a priori, quand même, il était déjà en colère sur le match amical, l'opposition qu'il fait contre Le Mans. Donc là, il est sans doute rentré. Pourquoi il était en colère? Parce qu'il joue et sans doute qu'il n'était sans doute pas prêt, en tous les cas. Il estimait qu'il n'était pas prêt. Ouais, voilà, entre les sensations qu'il peut avoir, ce que le staff estime médical, ce qu'il voit et ce qu'il constate, il peut y avoir parfois des différences. En tout cas, c'est dommage parce que c'est un joueur qui est essentiel et qui apporte énormément dans ce groupe. Enfin, ils le disent tous, en tous les cas, les jeunes, que c'est quelqu'un qui tire vers le haut
et qui montre une voie à suivre. Et en plus, il le fait avec humilité. Enfin, voilà, il a. Non, mais quand les blessures se succèdent, là, si on pense à on l'avenir... l'a vu, on l'a vu clairement. C'est compliqué. Il est sorti, il avait à moitié les larmes, il s'est effondré. Il va falloir qu'il y ait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Il sait clairement là, qu'il repart pour un cycle de pause et de remise en route. Son entourage me disait hier qu'il fallait vraiment prendre le temps. C'est 2 mois. Prendre le temps, puisque visiblement tout n'était pas cicatrisé. Mais c'est bizarre quand même. Que le staff médical ne pourrait pas laisser un joueur. C'est ça, il y a des choses qui me surprennent un peu. Il faut se rappeler, c'est qu'il se blesse, c'est le gène musculaire, il l'a dans la prépa. Ouais. Tout de suite, lors d'un entraînement, tout de suite, il y a déjà entre les informations qu'on a et ce qu'on nous fait ce qu'on nous fait croire. En gros, moi, j'ai Francis Coquelin s'est pété à l'entraînement. Et après, on dit non, c'est pas grave. Non, il est ménagé. À chaque fois, il est ménagé. Et on sait très bien qu'entre, de toute façon, que ce soit une gêne musculaire, le temps de la cicatrisation, le temps de la pause et le temps de la remise en route, on sait très bien qu'il est incertain face au PSG. Et ça, personne n'ose trop le dire au club, qui sera sans doute pas contre le PSG. Et derrière, on a le sentiment tout a été un peu précipité. C'est-à-dire que oui, ça a tenu son entrée contre le PSG. Oui, il tient derrière à Strasbourg. Oui, il rentre du coup dans le 11 contre Auxerre et ça tient. Mais ça tient pas tant que ça en fait. Puisqu'il se retouche. Et on a le sentiment qu'il a toujours joué. Et on ne le titularise pas parce qu'on sait qu'il y a 80 minutes, c'est trop dur. Qu'est-ce qui t'interroge, David ? Non, rien du tout. Non, tu disais sur sa blessure, la façon dont le staff médical a géré ça. Non, mais c'est ce que vient de dire Jean-Marcel. Non, parce que non, mais c'est pas que le staff, c'est lui aussi. Non, mais il faut pas blâmer le staff médical, parce que je sais que c'est un petit peu du moment un peu tendu, quoi. Le staff médical, s'ils estiment dans le staff qu'il peut jouer ce match ou il peut rentrer, ça veut dire que ça, au niveau des échos, il ne doit pas y avoir de soucis. Ouais, c'est propre. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est propre. Donc il y a vraiment un problème, quoi. Ça pète. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de surprise. Je crois qu'à Villarreal, sa dernière saison, il avait bien sûr. Il faudrait revoir. C'était les interrogations qu'on avait à son arrivée. On savait que c'était un joueur fragile et ça se confirme. C'est pas qu'une question de fragilité. Moi, je vous invite à lire à la fois dans l'équipe et chez nous aujourd'hui sur la transformation physique d'Ousmane Dembélé, notamment depuis qu'il s'est attaché à un physio et un kiné spécifique. C'est ultra intéressant. Par exemple, il démontre qu'il avait tendance à courir plutôt en ayant le dos bas, ce qui tirait sur ses muscles. Il fait 1 heure de soins par jour, notamment par exemple du vélo en salle dans les salles chaudes pour préparer ses muscles avant l'effort. Enfin, il y a un tas de choses aujourd'hui qui sont mises en place. C'est pas qu'une question de fragilité. Courir le dos bas, qu'est-ce que ça veut dire ? Le dos un peu en arrière, voilà. Alors que on sait qu'il y a des attitudes en tous les cas qui peuvent être plus facilement sur. Mais tu diras le papier de Pierre Hakim. Oui, mais alors le rapport avec Francis Coquelin. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à corriger. C'est pas aussi qu'une question de fragilité. Tu corriges les fragilités en étant intelligent. Il a 36 ans à quel âge, Coquelin. Il pourrait corriger depuis longtemps. Ils n'ont pas le même âge quand même. Ça dépend aussi sur des postures, sur un tas de choses. Je suis pas un médecin. C'est quelque chose que tu pratiques chez toi, le fait de faire du vélo dans des situations chaudes ? Non, parce que j'ai mal au dos là. Oui, c'est pour ça que je le dis, mais tu peux peut-être te l'appliquer. Non, mais je vais m'attacher les services d'un kiné, tu as raison. On termine sur Coquelin en disant qu'il reste des solutions. Justement, Mwanga qui vient d'arriver. Il y a Koun qui est en salle d'attente. Et puis il y a le jeune Duff aussi qui est en salle d'attente, Jérôme. Ouais, tout à fait. Après, moi, ce qui m'interpelle un peu sur la gestion de Koun, on l'a vu au début lors du premier match où il était titulaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il est sorti un peu du game. Depuis, il est quasiment complètement sorti. Alors d'accord, il y avait justement Coquelin, il y a Mwanga qui est arrivé et tout, mais il fait même plus de rentrée, plus rien, on le voit plus du tout. Donc et les deux Coréens ont un peu disparu. Ong, même chose. Effectivement. Ong est victime de sa prestation à Nice. Nice, ouais. Mais là, les deux ne sont même pas rentrés. Ouais, c'est vrai. Samedi. C'est vrai, ils sont pas rentrés. Et heureusement que le FC Nantes a fait Mwanga en toute fin de mercato, parce que ça aurait pu ne pas se faire. C'était un dossier qui travaillait depuis un moment et Strasbourg voulait pas le lâcher. Et heureusement que ça s'est fait, parce que c'est pas la même d'avoir Mwanga quand même. Mwanga qui devrait donc être la sentinelle à Toulouse. On en parle de ce match-là. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. En route pour la Ville Rose samedi. Tu ne me regardes pas comme si c'est pour David ça. Tu sais bien que moi, sur Alouette généralement. Ça raconte obligé de dire Alouette, on est dans les locaux d'It West. Sur It West, aussi, ouais. Ouais. Vous passez ça sur It West. Bien sûr. Non. C'est très joli. Ça commence par quoi ? Ça commence par un C, son prénom.
Alors le titre s'appelle Facile, c'est Camélia Jordana. Ah oui, oui. Excellente chanteuse que Jean-Marcel gagnerait à découvrir, je pense. Ce sera tout sauf facile pour les Canaries à Toulouse, n'en déplace à Camélia. Avant de parler du classement des Canaries et des adversaires qui ont pris des points, focus sur ce TFC que connaît bien Rémi Doutre, journaliste à Ici Occitanie, qui nous rejoint. Salut Rémi. Oui, salut à tous. Dans quel état d'esprit on est à Toulouse en ce début de saison? On a vu des bons résultats d'entrée. Bon là, ça pêche un peu récemment, mais globalement, on sent l'équipe toulousaine bien prête pour donner bien des soucis aux Canaries. Hein. Ouais, plus prête que ce qu'on pensait, effectivement, quand on a vu la préparation des Toulousains avec ces 18 buts encaissés en 5 matchs, on ne donnait pas cher de leur peau, pour être honnête, au début du championnat. Et puis il y a eu ces 2 premières victoires contre Nice et contre Brest qui nous ont donné beaucoup d'espoir, les matchs contre Paris et contre Lille aussi, même si c'est des matchs à 0 points, ils ont laissé entrevoir de belles choses. Après, 3 buts contre Paris quand même, c'est pas mal. Bon, 6-3, mais c'est ça. Ouais, mais bon, il y a le triplé de João Neves qui était inarrêtable. Était énorme, ouais, on pouvait rien faire contre lui ce soir-là. Et 2 pénaltys aussi d'Ousmane Dembélé, donc ça fait déjà 5 buts sur les 6. Il y a la défaite à Toulouse où Toulouse mérite absolument pas de perdre parce que pour le coup, à Lille peut-être. À Lille, pardon. Ouais. Ah oui, à Lille, où Toulouse mérite pas de perdre. J'ai vu ce match-là et c'est vrai que le scénario est cruel, le carton rouge il est dur, mais il est justifié aussi. Il y a le péno, enfin, la fin de match, ça a toujours été un problème à Toulouse, les fins de match. Donc, que ce soit celle de la saison dernière ou même celle d'avant, ils ont toujours eu du mal à jouer les 90 minutes pleines. Et puis après, cette défaite à Auxerre aussi, elle fait un peu plus tâche. Et puis la confiance qu'on avait emmagasinée au début de la saison, elle commence un petit peu à s'étioler. On a l'impression, là, à l'image du pénalty raté de Franck Magri, c'est déjà le 3e d'ailleurs, raté par les Toulousains cette saison, sur 3. Et surtout, Yann Bo qui vient lui disputer le ballon, on sent de l'agacement, Rasmus Nicolaisen qui remet tout le monde en place après. Voilà, il y a un petit peu de tension quand même qui commence à arriver dans le vestiaire. Et pourtant, la prépa a été compliquée. Parle-nous de ces 2 matchs de prépa perdus 6 ou 7-0. Les c'est 2, étonnant. 6-0 et 7-0. C'est ça, hein. Ça. Ouais, après, pour en avoir discuté avec eux, ils s'attachaient pas trop aux résultats. On ne savait pas trop si c'est des discours ou pas. Le début de saison leur donnait raison. Ils nous disaient, voilà, au moins on voit où on en est, on sait ce qu'il nous reste à bosser. On est là pour bosser nos automatismes, notre plan de jeu, trouver un peu d'huile à mettre dans les rouages. Et force est de constater que ça avait plutôt pas trop mal marché. Donc, les résultats, oui, ils étaient lourds, mais eux, ça les avait pas plus inquiétés que ça. C'était peut-être un peu les seuls. Mais voilà, après, ils ont réussi à trouver un début de rythme de croisière. Contre Nice et contre Brest, ça l'avait fait. Après, ils sont tombés sur 2 monstres du championnat, c'était un peu plus compliqué, mais effectivement, cette confiance-là, ils l'ont aussi construit dans ces défaites, a priori, de ce qu'on a compris, où ils nous ont dit que oui, effectivement, ces scores lourds, ça les a permis aussi de se souder, de se resserrer, de se dire quelques mots pour pouvoir bien débuter la saison. Tu as des Nantais qui arrivent à Toulouse pleine balle après ce match nul 2 partout dans le derby. Une deuxième période quand même qui fera peut-être office de déclic. On en parlait avant dans le podcast, Rémi. Des Nantais qui n'aiment pas subir et qui, c'était le cas à Nice, c'était le cas sur la première période face à Rennes, mais qui, si on les laisse jouer un petit peu plus haut, peuvent poser des difficultés. Comment joue Toulouse dans cet équilibre-là tactiquement? Quels sont les points forts des Toulousains? La défense, c'est clairement un point fort. En fait, c'est la seule ligne qui n'a pas bougé sur le mercato du TFC, avec Rasmus Nicolaisen, avec Marc Hardy, avec Charlie Cresswell, qui a fait un très bon Euro aussi avec les moins de 20 ans de l'Angleterre. Et Djibril Sidibé, évidemment, ils sont encore en train de rechercher leur équilibre, puisque Rasmus Nicolaisen, qui est le capitaine désigné, revient de blessure, et les 3 ont évolué toute la saison ensemble, mais voilà, ils partent avec cette défense normalement à 3 et 2 pistons à droite et à gauche qui redescendent pour pouvoir les aider de temps en temps, mais c'est plutôt le point fort du TFC dans ce début de saison. Donc si les Nantais jouent haut, et effectivement ils risquent de se heurter à nos tours de contrôle, qui aiment beaucoup ça, avec Charlie Cresswell notamment, qui nous a confié qu'il aimait bien être dur sur l'homme. Alors, les Nantais vont jouer haut, ça je te l'assure pas. Pour l'instant, à l'extérieur, c'était pas forcément le cas, mais c'est l'intention, la philosophie de jeu du coach de Luis Castro. Un petit mot avec Jérôme. Ouais, qu'est-ce qui t'a inquiété dans la performance des Toulousains contre Auxerre? Le manque de solutions et les débuts d'agacement. En fait, autant sur les 4 premiers matchs, on avait un vrai groupe bien soudé. Autant là, l'attitude de Yann Bo qui réclame le ballon alors que c'est affiché dans le vestiaire que c'est Franck Magri qui doit tirer les pénaux. Ça traduit peut-être une forme de nervosité ou de frilosité dans cette équipe toulousaine qu'on n'avait pas encore ressenti jusque-là.
Et puis normalement, Carles Martinez-Novel, c'est quand même quelqu'un qui trouve des bonnes solutions, qui arrive à trouver des ressources en adaptant son système aux autres équipes. Et là, face à Auxerre, qui était a priori en plus sur ses 5 premiers matchs adversaire le plus prenable pour le TFC, c'est là où, à contrario, ils ont eu le plus de difficultés à être dangereux, quoi. Il est contesté, il est contesté un peu, Novel, ou pas du tout? Non, quand même pas. Non, pour le coup, non. Enfin, il y a toujours quelques têtes brûlées sur les réseaux sociaux qui, évidemment, sont jamais contentes, mais... Il y en a autour de la table ici, tu vois, donc... ouais. Mais pas sur Toulouse. Non, en tout cas, dans le vestiaire, ça va. Dans le vestiaire, il n'est pas contesté, ils adhèrent plutôt à son projet, les joueurs, et puis... Il était déjà là de l'époque de Montagnier, il est juste passé d'assistant à manager principal, même si c'est sa première équipe pro qu'il entraîne en tant que coach principal. Il a un projet de jeu, il a une vision qui a porté ses fruits. Là, il y a eu un couac à Auxerre, mais globalement, tout le monde s'y retrouve plutôt quand même dans ce qu'il propose. On va rester sur cette idée, Rémi, ça me va très bien. On était un peu fébrile, à part peut-être Jean-Marcel, avant ce déplacement à Toulouse des Canaries. Mais si tu nous dis que ça se crispe un peu, ça nous va très bien. Et on va essayer, on va essayer de constater ça ce week-end à l'occasion du déplacement du FC Nantes. C'est une équipe qui va bien à Toulouse sur les dernières saisons. Oui, on l'avait remarqué, merci de le rappeler. On parle du 5-1. Non, mais voilà, si jamais on doit sortir des chiffres, on peut. Bon, Nantes a aussi empêché le Toulouse de monter en Ligue 1, faut pas l'oublier. Oui, mais bon, c'était encore en noir et blanc cette époque-là. Oui, c'est vrai, t'as raison. L'arbitrage aussi, d'ailleurs, sur ce barrage-là. Merci beaucoup en tout cas, Rémi Doutre, journaliste ici Occitanie. Salut Rémi. Allez, bon match à tous. Les amis, on termine avec un petit mot. J'ai oublié Nicolas Cozza tout à l'heure, mais puisqu'on parlait de la défense, Cozza comme Amiens, en difficulté aussi sur ce derby face à Rennes. Amiens, Cozza plus qu'Amiens, peu plus quand même. Après, j'ai trouvé qu'Amiens avait fait un bon match, moi. Dans les duels, dans de l'agressivité, il a été responsable en tous les cas il a participé au mieux nantais. Tu trouves qu'il a beaucoup participé au jeu offensif? Au mieux nantais, participer au mieux nantais, c'est pas forcément être au jeu offensif. Il suffit que tu es agressif sur le porteur, tu récupères un ballon, tu lances Ben à table, tu fais une action, tu n'es pas obligé d'aller tout le temps. Tu n'es pas obligé d'aller te retrouver à 20 mètres. Dans la surface adverse, Amiens a été mieux que Cozza, je suis d'accord. Après, Cozza, il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis même la prépa. Voilà, c'est très très compliqué. Début de saison vraiment compliqué pour Nicolas Cozza. Il est en difficulté, j'ai l'impression, physiquement. Est-ce qu'il n'est pas assez aidé par le joueur qui est devant lui? On peut se poser aussi la question. Il faudrait en parler avec lui, très clairement, mais c'est vrai qu'il est. On lui posera la question en sur souffrance. Il est notre dans la vitesse, dans la relance. Il se retrouve trop facilement. Il a du déchet technique. Alors il y a peut-être aussi un manque de solutions, ça c'est possible, mais en tout cas, effectivement, ça l'aide. Moins affûté que la saison dernière. Nicolas Cozza. En bas de tableau, les Canaries ont vu la concurrence se réveiller avec des points pris par Brest, qui a gagné enfin par le FC Lorient et le Havre, un point chacun, qui se sont affrontés, ce qui place nos Nantais en 16e position, donc celle du barragiste pour l'instant, avec 4 points. Heureusement que Nantes a pris un petit point face à Rennes. Sinon, la situation aurait été on est à 5 journées, un peu plus... c'est anecdotique, on a 5 c'est encore anecdotique. C'est encore, tout est anecdotique pour Jean-Marcel. Jean-Marcel, t'es amoureux en ce moment ou parce que tout va bien là. Le jeu parfait, Amiens super latéral. Non mais franchement, vous changez de discours. Soyez un peu constant. Vous voulez que votre descente soit constant. Soyez d'abord vous-même constant. On va pas commencer à 5 journées à s'inquiéter sur le classement. Non 4 points en 5 matchs, c'est la pire entame de la saison du FC Nantes depuis 9 ans. Mais ça n'est que le début. Strasbourg. C'est vrai. Et t'as joué des clubs européens ou qui prétendent l'être. Nice et Rennes. Donc on t'a mis la pression au club là, je sais pas. Non, t'as reçu des coups de fil ou non, il faut que tu le dises, c'est important. Non, il faut que de la transparence. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois la vérité à nos auditeurs, Jean-Marcel. On l'a dit. On te reconnaît plus. Non, si vous me reconnaissez, justement, je vais pas commencer à dézinguer Luis Castro au bout de 5 journées. On dézingue rien du tout. Mais non, ce qui m'a inquiété, je l'ai dit à Nice, c'était le visage affiché et puis qui en fait validait des constances, des choses qu'on avait vues par-ci par-là sur les premiers matchs. Et là, par contre, on les voyait sur toute la durée d'un match. On l'a revu sur la première mi-temps de Rennes. Et je trouve que sur la deuxième mi-temps, elle est porteuse d'espoir, en tous les cas, si elle se confirme. Et il y a des choses. Donc, il y a une amélioration. Et on ne va pas commencer à flipper. Là, les positions, tout le monde s'est enflammé sur Toulouse. Ils sortent, je vous rappelle, de 3 défaites d'affilée. Ouais, Toulouse, et ils ont perdu à 11 contre 10 contre Auxerre. Et ils se sont fait trimballer sur
une attaque placée qui est magnifique sur le but au Serrois. Il y a un fond de jeu dans cette équipe toulousaine que n'a pas encore le FC Nantes. Je pense qu'on pourra le constater ce week-end. Mais écoute, il gagne contre Nice, qui est quand même pas l'équipe qu'on nous a vendue. Qui vient de perdre à Brest. D'ailleurs, Nice qui a surclassé le FC Nantes vient de se faire laminer à Brest. Voilà, donc soyez prudents. L'arbitrage de Jérôme Jolivet, s'il vous plaît. Mais c'est beaucoup trop tôt pour s'inquiéter du classement, à mon sens. On gagne un match, on reprend 6 ou 7 places dans le classement. Ça, honnêtement, tout le monde se tient en 2 points. En fonction du calendrier des uns et des autres, ça ne veut pas encore dire grand-chose quand même. Voilà. Bon, très bien. Une parole sage. Okay. Non, mais vivement mardi. Moi, je serai pas là, mais ça tombe bien. Une conséquence de la victoire de l'OM hier soir. Est-ce que vous l'avez? Le record d'invincibilité du FC Nantes. Oui, voilà. Le Paris Saint-Germain ne battra pas pour une saison supplémentaire ce record. Et puis là, cette fois, on a mytho au suspense très vite. J'ai trouvé ça très bien. Donc merci à l'OM pour ça, Jean-Marcel. Merci à l'OM. Tu peux être remercié. Il faisait mieux l'accent, celui qu'on avait au téléphone. Tu le feras que toi. toi. Mais non, c'est un accent du sud-ouest, tu confonds. Toulousain. Mais toi, tu vas pas assez dans le sud, tu voyages pas assez. N'hésite pas à franchir les frontières de la Vendée, David. D'ailleurs, il faut que je te parle de mes vacances aussi. À défaut de revenir avec un accent, on va souhaiter que les Canaries reviennent avec au moins un point de ce déplacement à Toulouse et en chantant. Et nous aussi, on chantera à cette occasion-là mardi prochain pour débriefer tout ça. Merci à tous les 3 messieurs. Merci. Salut. Ciao. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.